Alors bonsoir à tous et bienvenue pour cette formation de trading donc sur les cas historiques des bulles spéculatives. Il s'agit donc de notre deuxième vidéo sur les bulles financières. Donc je me rappelle Adrien Raymond, analyste pour le site dailyfix.fr. Nous allons voir donc ce soir des cas historiques sur les bulles spéculatives dans le cadre de notre série de webinaires sur les bulles financières, sujet dont on parle énormément sur les marchés financiers aujourd'hui. Alors avant de voir donc ce webinaire ce soir, veuillez prendre connaissance de notre avertissement sur les risques liés au trading ici. Sachez juste que les informations durant ce webinaire sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Alors donc, notre série de 3 webinaires, il s'agit donc de 3 vidéos ici. La théorie des bulles spéculatives, c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a une semaine. Ensuite, ce soir, nous allons voir les cas historiques des bulles financières. Et nous aurons un troisième webinaire, donc troisième vidéo sur la présence d'une bulle financière aujourd'hui alimentée par les banques centrales. Donc c'est une hypothèse, tout simplement un débat que nous aurons à une autre date. Alors donc le plan pour ce soir, des cas historiques de bulles spéculatives. Premièrement, nous allons commencer par un petit résumé de ce que l'on a vu dans notre première vidéo sur donc la théorie des bulles spéculatives. Ensuite, nous allons voir 3 cas historiques de bulles. J'ai pris en fait les 3 cas les plus intéressants pour moi. Ce sont des cas en fait qui sont connus mais qui sont moins étudiés que des cas historiques comme la bulle internet, comme le Dow Jones en 1929. Donc ce soir nous allons voir la bulle financière au Japon, ensuite la bulle du pétrole brut et enfin la bulle du Bitcoin. Alors rapidement donc sur ce qu'on a vu la dernière fois, voici une liste. Encore une fois une liste non complète des différents cas de bulles dans l'histoire. Ce qu'il faut remarquer ici, encore une fois, les bulles existent depuis des siècles. Que ce soit donc la crise de la tulipe aux Pays-Bas en 1634-37 ou bien la crise des marchés boursiers aux États-Unis en 1929 ou bien la bulle internet aux États-Unis en 2000 ou bien la bulle du Bitcoin. Tout simplement, les bulles existent partout. Cela peut être sur les marchés financiers, cela peut être sur le marché immobilier, cela peut être sur des choses tout à fait banales comme des tulipes. Ce qu'il faut pour qu'une bulle prenne forme, encore une fois, il faut tout simplement un optimisme extrême de la part des agents économiques. Donc ce sont des bulles que vous pouvez trouver en fait sur internet ou dans des livres. Ce sont des études qui ont été, des cas qui ont été étudiés énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai pas forcément envie d'en parler énormément ce soir, mais on peut regarder rapidement des graphiques juste pour vous donner encore une fois une idée de quand on parle d'une bulle, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une croissance extrême des prix sur une période très courte. Donc que ce soit en haut à gauche ici, les tulipes, que ce soit des bulles donc des chemins de fer en bas à gauche au Royaume-Uni, que ce soit le Dow Jones, donc l'indice Dow Jones en 1929, tout simplement, les bulles, cela prend toujours la même forme, une croissance extrême des prix suivie par un effondrement du cours du marché sur une période très courte. Donc je reviens en fait sur des caractéristiques des bulles financières. Premièrement, croissance extrême des prix suivant un 2 chiffres sur une période courte. Ensuite, deuxième caractéristique que nous avons vu la dernière fois, investissement massif, spéculation intense, des flux de capitaux très importants qui alimentent la bulle et qui signent la mort justement de la bulle lors de l'éclatement. Troisième caractéristique, des perspectives optimistes mais un futur incertain. Donc ça c'est concernant les perspectives du marché. Souvent on parle de quelque chose de novateur, comme justement les valeurs technologiques lors de la bulle internet. Il y avait quand même, encore aujourd'hui, il y a un futur optimiste.
vous voyez là où nous sommes aujourd'hui au niveau de la technologie qui a été créée ces 10 dernières années, mais en 2000 il y avait quand même un optimisme extrême et tout simplement on a exagéré justement les perspectives sur une période très courte. Donc cela est une caractéristique que nous voyons dans n'importe quelle bulle, et nous allons voir justement cette caractéristique avec la bulle du Bitcoin ce soir. Ensuite, quatrième caractéristique, le levier. Surexposition des investisseurs, que ce soit donc des investisseurs institutionnels ou bien particuliers, tout simplement. Tout le monde, quasiment tout le monde hein, dans la bulle, surestime les gains et sous-estime les risques. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs, d'opérateurs qui prennent trop de risques et qui se font complètement plier lorsque le marché s'effondre. Ensuite, cinquième caractéristique, le rôle de l'État. Alors nous allons voir en fait justement le rôle de l'État quand on parle de la bulle au Japon ce soir. C'est pas forcément le cas pour certaines bulles, je dirais comme le Bitcoin, quoique dans n'importe quelle bulle, nous avons la présence tôt ou tard, à un moment donné, de l'État, que ce soit donc dans la phase de gestation, dans la phase de naissance, dans la phase de l'euphorie, ou bien l'éclatement même de la bulle. Il va y avoir toujours une présence de l'État parce que tout simplement, l'État, le gouvernement, hein, dans n'importe quel pays, quand même, va surveiller les marchés financiers. Il y a une réglementation, donc forcément, il y a une influence de l'État. Ça peut alimenter vraiment la bulle, ou bien ça peut encore une fois entraîner la fin de cette période d'euphorie. Alors donc continuons vers donc la première étude. Donc ce soir, la bulle spéculative au Japon. Tout le monde est au courant de la bulle au Japon. C'était donc les années 80. Peut-être vous ne connaissez pas les raisons fondamentales pour expliquer cette bulle, donc nous allons voir cela ce soir. Tout simplement, voici le Nikkei 225, donc l'indice boursier de la bourse de Tokyo, entre 1982 et 2003. Vous voyez donc la bulle à la fin des années 80. Encore une fois, le Nikkei 225 n'est jamais parvenu à revenir vers ses plus hauts historiques, n'a jamais même retracé 50% de cette chute brutale à partir des années de 1990. Donc c'était vraiment une bulle qui a eu un impact réel sur l'économie japonaise. 20 ans après même, le Japon peine justement à sortir de cette période de déflation. Aujourd'hui, la Banque du Japon justement permet au Japon de sortir de cette période de déflation, mais il y a encore des risques parce que justement les gens ont pris tellement de risques, se sont exposés tellement aux années 80, durant les années 80, que encore aujourd'hui les ménages, cet impact il est toujours présent sur le marché, dans l'économie japonaise et sur le marché japonais. Alors, petite histoire, qu'est-ce qui peut expliquer donc la formation, la gestation de cette bulle au Japon? Il y a trois choses pour moi donc qui ont alimenté, qui ont, on va dire, dressé le plan pour que cette bulle au Japon prenne forme. Premièrement, le rôle ce qu'on appelle les Kirutsu. Alors, Kirutsu, c'est un ensemble d'entreprises de domaines variés qui entretiennent entre elles des participations croisées. C'est-à-dire, vous voyez en fait à droite ici, vous avez au milieu donc de ce groupe d'entreprises une banque. Bref, une banque, on va dire juste une banque, voilà. Et autour de cette banque, en fait, il y a des relations avec d'autres entreprises qui font partie de cette même ensemble, de ce groupe. Donc, vous pouvez avoir plein d'entreprises de domaines complètement différents. Et ce qui est très important ici de comprendre, c'est justement cette banque va permettre aux entreprises de se financer entre elles. D'accord? Donc ça, c'était le modèle en fait japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que avant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, il y avait principalement en fait des entreprises de petite taille, donc des entreprises on va dire familiales. Et après donc
la fin, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait on va dire, une évolution de l'économie japonaise. Parce que justement, il y avait des sanctions sur le Japon, avec justement les États-Unis qui se sont implantés au Japon et qui ont quand même aidé l'économie japonaise à se redresser via le Marshall Plan. Donc ça c'est en fait, encore une fois, l'influence de l'État, on va dire l'État US, donc américain, qui donc a donné, on va dire, des fonds, de l'argent, des liquidités au Japon, qui a ensuite aussi favorisé justement, via donc une politique de commerce international, a favorisé en fait justement les exportations au Japon. Donc les États-Unis ont permis justement au Japon d'exporter vers les États-Unis avec des conditions correctes, enfin même privilégiées justement. Et donc le Japon, grâce à cet environnement, le secteur des exportations est né au Japon. Et donc on a eu donc cette période, on va dire les années glorieuses, ou bien le miracle japonais, donc justement après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y avait un rôle de la politique fiscale, donc de la part du gouvernement japonais, qui a favorisé justement l'épargne des ménages japonais. Donc aujourd'hui même, le taux d'épargne au Japon, et donc ça c'est le graphique à gauche, le taux d'épargne au Japon, il est très élevé, même aujourd'hui. Et c'était surtout le cas en fait aux années, entre les années 60 et 70. Donc les ménages, justement, du fait de la politique fiscale du gouvernement japonais, les ménages en fait étaient incités justement, le gouvernement a incité les ménages à épargner. Et cette politique fiscale également s'est reposée sur les exportations qui ont permis au Japon d'amasser des liquidités, des réserves de change tout simplement. Donc ça c'est en fait avant la bulle même, juste pour vous faire comprendre donc cette cette révolution plutôt en fait dans l'économie japonaise. Tout le monde, si vous avez étudié déjà en fait le cas japonais, ça doit être déjà des choses que vous avez vues déjà, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Japon, c'est pas forcément évident, parce que ce modèle en fait, cela n'existe pas forcément dans les pays occidentaux, surtout en fait après, donc durant les années 60-70, c'était vraiment un modèle à part. Et donc ce modèle en fait peut expliquer justement les raisons pour lesquelles durant les années 80, nous avons vu une bulle au Japon. Alors donc les années de la bulle, rapidement, on a parlé donc du taux d'épargne des ménages élevé, il y avait un surplus de liquidité pour les banques japonaises, encore une fois, également avec les exportations aussi au Japon. Donc il y avait un surplus de liquidité, ça veut dire que les banques pouvaient se servir de ces liquidités. Donc vous êtes au Japon, vous avez donc une épargne, et bien vous placez donc justement votre épargne chez les banques. C'est normal. Et donc ces banques en fait ont pris ces liquidités et ont assoupli les conditions de prêt pour les entreprises, pour les ménages aussi, et donc il y avait des prises de risque avec ces liquidités abondantes. Voilà. Donc c'est toujours l'accès facile au crédit qui peut faciliter justement la création d'une bulle. On a vu ça dans la première vidéo sur les bulles, sur la théorie des bulles financières. Ensuite, il y avait en 1985, donc juste avant vraiment la création, la naissance de cette bulle, ou bien la phase de l'euphorie, je veux dire, les accords du Plaza en 1985. Alors, les accords de Plaza, en fait, cela, en gros, c'était un accord comme quoi le dollar allait s'apprécier et... allait se déprécier plutôt, le dollar US, et justement cela a entraîné un renforcement du yen et du Deutsche Mark. Donc le yen s'est apprécié. Si vous connaissez déjà le marché des changes, eh bien vous savez quand le yen s'apprécie, cela bien évidemment cela pénalise le secteur des exportations au Japon, cela pénalise la bourse de Tokyo. Donc c'était quand même quelque chose en 1985 qui
avait un impact de long terme sur justement la compétitivité du Japon, des entreprises qui exportaient au Japon. Ensuite, les années 80, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, c'était donc une période de dérégulation financière. Donc, aux États-Unis, certainement, en fait, la politique américaine, du fait de la présence des États-Unis au Japon, eh bien, cette politique de dérégulation a été présente au Japon aussi. Et quand on parle de dérégulation, on parle bien entendu davantage de manœuvres pour justement monter des produits financiers pour prendre plus de risques. Et donc c'était aussi quelque chose qui a incité la formation d'une bulle, ou qui a facilité, on va dire. Politique monétaire accommodante entre 1986 et 1989. Ça c'est clé ici pour le Japon. Vous voyez donc en bas le graphique. Ce sont donc les taux d'intérêt au Japon entre 1974, 75 et 1995. Vous voyez en fait à partir donc de 1986, il y avait donc une baisse des taux sur une période très courte. Et donc comme d'habitude, le taux d'intérêt baisse, donc l'accès au crédit, il est même plus, il est facilité justement. Vous avez donc un surplus de liquidité avant cela même, et donc cela incite justement des prises de risques chez les banques. Et là, en fait, on avait un contexte dans lequel ces banques, donc qui faisaient partie des Keiretsu, eh bien pouvaient prêter davantage à ces entreprises. Et à un moment donné, en fait, on avait la naissance de ce qu'on appelait les high-tech. Donc c'était donc une ingénierie financière où les plus-values liées à la spéculation étaient comptabilisées, excusez-moi, comme des résultats dans les bilans des entreprises. Tout simplement, en fait, on avait un groupe, donc un Keiretsu. Donc ces entreprises obtenaient des prêts à des taux bas et utilisaient en fait les fonds même pour acheter des actions et des propriétés immobilières. Et en fait, avec donc justement les années durant la bulle, les prix des actifs financiers et les prix donc de l'immobilier grimpaient. Et donc en fait, quand les entreprises des Keiretsu arrivaient donc à accéder au crédit via les banques qui faisaient partie donc du même groupe, et qui ensuite prenaient donc ces fonds pour spéculer sur le marché boursier et spéculer aussi sur le marché immobilier, et bien ces entreprises en fait faisaient des profits qui étaient vraiment appréciables. Par contre, encore une fois, avec le renforcement de yen, la compétitivité du Japon a été pénalisée. Et donc en fait, ces entreprises arrivaient, parce qu'on parlait en gros des conglomérats, on parlait des groupes où on pouvait cacher justement des pertes, tout simplement. Donc des pertes sur, par exemple, les activités de base, je parle bien entendu des résultats opérationnels, et bien ces pertes en fait pouvaient être cachées par les profits, les survalues liées à la spéculation sur les marchés actions et marchés immobiliers. Et là en fait on avait donc avec cette naissance des high-tech, la bulle au Japon. Donc les plus-values liées à la spéculation qui étaient tout simplement comptabilisées dans les bilans des entreprises. Et donc des entreprises même au sein des Keiretsu arrivaient justement à transférer des fonds entre elles. Et donc il était impossible justement d'étudier correctement le bilan de ces entreprises, parce que vous ne savez pas en fait ce qui était réellement dans les actifs des banques, des entreprises. Et donc le résultat de ce contexte, donc surtout entre 1986 et 89, eh bien le marché immobilier, donc en 1990, donc lors de l'éclatement de la bulle au Japon, le marché immobilier valait presque 20 000 milliards de dollars US, soit 20% de la richesse mondiale et le double de la valeur des marchés boursiers mondiaux. Donc ça c'est juste pour en fait vous faire comprendre la taille donc des encours sur le marché immobilier au Japon à ce moment-là, lors de l'éclatement de la bulle, et la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, vu l'ampleur justement de cette bulle, le Japon est toujours, enfin l'économie japonaise est toujours
historiquement sous pression. Entre 1985 et 1989, la valeur de l'indice Nikkei 225 a été multipliée par 3. Il a atteint justement un plus haut historique à 39 000 points, soit un tiers de la capitalisation boursière des marchés mondiaux. Donc encore une fois, que ce soit sur le marché immobilier ou bien sur le marché action, le marché japonais représentait quand même une bonne partie justement de la valorisation des marchés mondiaux. Le Japon à ce moment-là était passé vraiment d'un pays on va dire de paysans à la deuxième économie mondiale aux années 80. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était vraiment une montée rapide justement de la richesse réelle d'un pays. Et forcément avec cette montée rapide, il y avait tout simplement des excès, comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle économie. Et donc en 1990, alors que finalement on a compris qu'il y avait des entreprises qui ne valaient plus grand chose parce que justement ces entreprises, leurs résultats dépendaient de la bulle, justement la croissance rapide des prix des actifs financiers. Et bien lorsque justement la bulle a été éclatée, et bien le Nikkei 225 en 1990, donc un an, est passé de 39 000 points à 20 000 points. Il a perdu 50% de sa valeur. Et ça, c'était donc la bulle, quoi. C'était l'éclatement de la bulle. Voilà. Il faut dire, en fait, et c'est pour justement vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même scénario. En 1989, donc juste avant l'éclatement de la bulle, un sondage auprès des investisseurs japonais montrait que la majorité d'entre eux ne pensaient pas que le Nikkei 225 était surévalué, alors qu'il était à 39 000 points. Aujourd'hui même, quand on parle des marchés boursiers aux États-Unis, la plupart des investisseurs, donc je parle bien des investisseurs en fait des fonds de pension aux États-Unis par exemple, ne pensent pas forcément que le marché US est surévalué. Et ce sera donc encore une fois un sujet, un débat pour notre troisième vidéo. C'est juste en fait pour vous faire comprendre que lorsque vous avez une bulle et lorsque vous êtes à la fin de cette bulle, il y a très peu de personnes qui se rendent compte, tout simplement. Et donc le Nikkei de 25 et le marché japonais est quand même resté sous pression 20 ans après. Et donc voici le graphique mis à jour de Nikkei 225 à droite avec la bulle. Et voilà, c'est vraiment un cas extrême d'une bulle où même 20 ans après, le marché n'est jamais parvenu à vraiment se reprendre. Et à gauche, donc ça c'est l'indice donc des prix de l'immobilier des 6 villes les plus larges, je ne sais pas quelle ville au Japon, tout simplement pour vous montrer encore une fois la bulle même sur le marché immobilier. Donc à la fois c'était un marché, c'était le marché boursier dans une situation de bulle et aussi le marché immobilier, comme c'était le cas aux États-Unis en 2007-2008. Donc ça c'est la bulle spéculative au Japon. Encore une fois, expliqué par, c'était une histoire très longue, hein, expliqué par justement cette révolution dans l'économie japonaise après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y avait quand même des politiques fiscales et monétaires qui favorisaient justement l'accès au crédit. Et donc cet accès au crédit a entraîné justement des excès, notamment chez les Kiritsu avec les high-tech, donc l'ingénierie financière, qui a vu donc des entreprises qui ont littéralement fait faillite, mais vu qu'ils étaient supportés par d'autres entreprises dans le même groupe, eh bien c'était des entreprises, ce qu'on appelait des zombies. Pendant une période des années 90, on avait des entreprises qui étaient des zombies en fait, qui ne valaient plus rien du tout, mais qui existaient quand même. Donc un cas un peu extrême au Japon. Deuxième cas que nous allons voir maintenant, c'est un cas qui est beaucoup plus récent. Je pense que tout le monde est au courant déjà de la bulle du prix du pétrole en 2007-2008. C'est juste en fait pour revenir sur cette bulle, parce que je trouve que ce cas
est beaucoup moins étudié parce que en fait quand on parle de bulle on se focalise toujours sur le marché action, on se focalise toujours sur justement la bulle aux États-Unis en 1929, aussi au subprime aux États-Unis donc en 2007-2008, mais il y avait aussi en fait en 2007-2008 il y avait aussi une bulle sur le marché des matières premières, donc soit le pétrole ou bien les matériaux agricoles, tous ces marchés étaient dans des bulles. Donc ça c'est le WTI entre 2003 et 2009, et donc l'effondrement du marché à partir de juillet 2008, l'été 2008. Alors le contexte fondamental, donc on a vu le contexte plus ou moins fondamental historique au Japon, donc je vais rapidement parler du contexte fondamental donc sur le marché des matières premières et le marché du pétrole en 2007-2008. Alors il y avait toujours il y a cette théorie du pic pétrolier qui à terme en fait favorise quand même une hausse donc du prix de long terme du pétrole, du fait de la rareté justement de cet actif. Vous savez donc le pétrole c'est un actif qui à un moment donné, les stocks, les réserves vont s'épuiser, et puis il faudra que justement notre société aujourd'hui, ou demain, ou bien dans 50 ans, trouve justement d'autres ressources naturelles pour pour la vie quotidienne quoi. Eh bien, cette théorie du pic pétrolier, cela existe depuis 1956. C'était donc c'est une théorie de M. King Hubbert qui, justement, aux années 50, a justement prévu avec succès justement le pic de la production de pétrole américaine. Il a donc dit que les réserves aux États-Unis allaient justement s'épuiser, toucher leur sommet tout simplement. La production aux États-Unis allait toucher son sommet, et il a eu raison. C'était donc durant les années 70 plutôt, qu'aux États-Unis, donc c'est la courbe en vert ici en bas, et bien qu'aux États-Unis justement, on avait donc le pic de production aux États-Unis. C'était pas le cas par contre pour le monde, d'où la raison pour laquelle cette théorie aujourd'hui reste à valider. Selon ce graphique qui a été fait justement avant la bulle du pétrole, c'était fait donc en 2005, eh bien le pic du pétrole devait avoir lieu quelque part vers 2010. Voilà. Bref. Cette théorie en fait veut que le prix du pétrole monte, parce que justement il va y avoir moins d'offres, et puisque aujourd'hui nous n'avons pas trouvé aujourd'hui un substitut valable sur le long terme pour tous les pays, pour tous les consommateurs, et bien le prix du pétrole va monter avec. Donc ça c'est un contexte fondamental. Que vous croyez ou pas, moi j'y crois. Je pense que c'est une ressource naturelle rare qui va devenir de plus en plus rare, mais je ne sais pas si nous avons atteint justement le pic de production dans le monde. Bref, ce contexte fondamental en fait, et donc les prévisions de long terme d'une hausse des prix des matières premières, notamment du pétrole, rendait justement ces marchés assez intéressants. Et c'est là où justement il y avait enfin aux années 2000, ça a commencé vraiment au début des années 2000, mais c'était une tendance qui finalement on va dire s'est amplifiée entre 2006 et 2008. Il y avait ce qu'on appelle une financiarisation des marchés des matières premières. Ça veut dire en fait tout simplement il y avait beaucoup plus d'opérateurs sur le marché, il y avait beaucoup plus justement de deals sur le marché, donc de la dette, donc des achats liés justement à la dette, c'est-à-dire on a acheté justement des barils du pétrole avec la dette, et c'est là où justement le prix du pétrole est monté le plus. Encore une fois, c'est toujours quelque chose facilité par l'accès au crédit, donc il y avait forcément en fait dans le marché, surtout chez les banques, des
en fait, c'était là où justement la période où les banques montaient des desks de trading du pétrole. Que ce soit des banques françaises, je pense notamment à la Société Générale, ou bien même aux États-Unis, toutes ces banques montaient des desks de trading du pétrole. Et aujourd'hui même, donc après, donc c'est quand après cette bulle, aujourd'hui, et ce depuis 2-3 ans, nous voyons les banques justement fermer leurs desks de trading des matières premières. Je pense, la semaine dernière, nous avons eu une annonce de la part, je crois, de JP Morgan, si je ne me trompe pas. Ou bien c'était Bank of America peut-être, bon, une banque aux États-Unis qui fermait justement son desk de trading. Toutes ces banques se sont lancées dedans et c'est là où justement nous avons vu des volumes augmenter, de plus en plus d'opérateurs dessus et de plus en plus de spéculateurs. Et on avait donc le super cycle, ce qu'on appelle le super cycle haussier des matières premières. C'était surtout le cas sur les matières agricoles. En 2007, il y avait eu vraiment un pic des matières agricoles, des émeutes dans des pays africains, enfin dans des pays, de toute façon des pays, enfin des économies en voie de développement. Et bien, ce pic donc des prix des matières premières et matières agricoles, c'était partout. Donc que ce soit le maïs, le blé, le soja, le pétrole, même les métaux plus tard, eh bien c'était partout. Et c'était justement, je pense que la recherche du rendement qui a facilité justement la prise de position sur ce marché. Parce que le marché action était déjà monté en 2007, il a d'ailleurs fait son sommet, et bien il y avait quand même des marchés qui étaient beaucoup plus intéressants, qui avaient de belles tendances déjà, et donc je pense qu'il y avait pas mal de spéculateurs qui se sont mis dessus et qui ont donc entraîné justement l'accélération de cette hausse des prix des matières premières. Bref, c'est un débat toujours, mais que ce soit une mauvaise chose ou pas, c'est un fait. Et donc finalement, dû à cette, enfin à cause ou grâce à, je ne sais pas s'il faut dire à cause ou grâce à cette financiarisation du marché du pétrole, on a vu donc les volumes donc quotidiens sur le marché se multiplier rapidement. 2002, donc les volumes quotidiens représentés, je parle bien du marché du pétrole, hein, les volumes quotidiens représentaient en gros environ 4 fois la demande physique mondiale. Donc ça veut dire que sur le papier, quand on tradait le papier, c'est-à-dire les futurs, ces volumes représentaient justement 4 fois la demande physique mondiale en 2002. En 2008, les volumes quotidiens, donc sur le papier, sur les futurs, représentaient 15 fois la production mondiale quotidienne. Donc il y avait énormément de volume sur le marché donc des futurs, donc sur le marché financier, mais c'était vraiment, je dirais, exagéré par rapport à la demande et à la production à ce moment-là. Et donc nous avons eu tout simplement beaucoup de spéculateurs, en fait que ce soit des spéculateurs ou vraiment des opérateurs qui ont une but de hedging, il y avait beaucoup de capitaux, de flux de capitaux sur le marché. Parce qu'il faut, en fait, quand vous parlez des marchés financiers, certainement il y avait des spéculateurs qui cherchaient justement à profiter des tendances du pétrole qui montaient, à profiter des tendances des matières agricoles, mais il y avait aussi, et ça c'est vraiment important pour le pétrole, aussi des entreprises qui étaient obligées d'entrer sur le marché, d'acheter justement le pétrole. Je pense aux compagnies aériennes qui, face à un cours du marché qui grimpe, et ce de plus en plus vite, eh bien ces compagnies aériennes devaient en fait s'assurer d'un bon prix pour dans 6 mois par exemple. Et donc en fait ces compagnies qui avaient besoin de se hedger contre le risque d'une hausse du cours du pétrole, encore une fois ont grimpé quand même d'environ enfin on est en 2008 on a atteint un plus haut sur le WTI à 145 $. Et ensuite on est retombé à 40. Avant cela, on avait quand même une belle tendance à partir de 2002, à partir d'environ 25 $, et on a atteint un pic en 2008 à 145. Bref, vous êtes une compagnie aérienne, vous
vous faites face à une telle montée des prix, eh bien, c'est vraiment un problème. Et donc, vous avez un besoin de hedging sur le marché. Vous êtes forcé à intervenir sur le marché. Donc, c'est pas forcément en fait par spéculation, c'est tout simplement par la nécessité de s'assurer d'un bon prix, d'un prix, même s'il est bon ou pas, d'un prix qui est connu aujourd'hui, mais pour dans 6 mois. Et donc, vu cette envolée des prix, il y avait des compagnies aériennes qui étaient obligées d'entrer. Il y avait aussi en fait de la spéculation chez les compagnies pétrolières aussi. Justement, BP avait un desk de trading où il spéculait sur le pétrole également. Ce n'est plus le cas, mais à cette époque-là, il y avait aussi ça. Donc il y avait beaucoup de spéculation, mais également en fait, il y avait beaucoup d'entreprises avec une nécessité d'entrer sur le marché du fait de la montée des prix. Les compagnies aériennes, c'était vraiment soit la vie ou soit la mort. Donc ça explique les volumes. Donc ces volumes en fait ne sont pas les volumes des spéculateurs, ce sont des volumes sur les marchés futurs, donc de la part des spéculateurs et enfin ce qu'on appelle les non commerciaux et les commerciaux. Il est très difficile de savoir si ces volumes en 2008 représentaient majoritairement des spéculateurs, mais je pense qu'en fait il y avait les deux. Et en fait que ce soit les spéculateurs ou bien les commerciaux, les deux faisaient grimper le cours. Et donc le résultat, avec les spéculateurs qui entraient sur le marché, qui suivaient la tendance, avec les compagnies aériennes et autres qui devaient absolument entrer sur le marché pour s'assurer d'un bon prix, et bien le résultat c'était, on est passé donc en début 2007, on était aux alentours de 50 $, un peu plus haut, et on est passé à 145 donc en juillet 2008. C'est une croissance extrême des prix, et puis à partir de 2008 c'était la fin. Voilà, enfin l'été 2008 c'était la fin. Et on est passé donc de 145 à environ 40, même un peu plus bas. Voilà, donc le pic du pétrole, la bulle du pétrole, ça c'est le résultat du contexte que je viens de décrire. Problème, et ça c'était donc une question que j'ai posée pendant la première vidéo. Quel est l'équilibre de long terme du pétrole? Parce que quand on regarde en fait le graphique qu'on vient de voir, on se dit, d'accord, donc le prix il est monté et ensuite il a chuté. Mais le pétrole en fait depuis, il monte quand même. Donc est-ce que cette bulle c'était tout simplement un écart dû à, enfin on va dire dû à une divergence entre la réalité des choses et le cours du marché, ou est-ce que en fait c'était juste peut-être un excès du marché avant de monter plus haut? Parce que en fait le pétrole peut, théoriquement parlant, dans le temps grimper de nouveau vers les 140 $. Il peut en fait éventuellement atteindre 200 $. Je ne sais pas, peut-être. Parce que, encore une fois, c'est une ressource naturelle rare qui devient de plus en plus rare, et donc selon la théorie de Hubbard, eh bien tout simplement bientôt nous aurons un pic du pétrole, si c'était peut-être déjà le cas ou bien dans les 10 ans à venir, et on pourrait donc avoir un prix d'équilibre de long terme qui grimpe, comme c'est le cas depuis maintenant je dirais 20 ans. Donc je reviens sur cette question, quel est l'équilibre de long terme du pétrole? C'est une question très délicate. Pour une entreprise, encore une fois, pour une entreprise, comment est-ce que l'on valorise une entreprise? Comment est-ce que, quand on regarde n'importe quelle entreprise, comment est-ce qu'on valorise un titre? On regarde les cash flows, et donc on actualise les flux de ces cash flows pour estimer la valeur fondamentale d'une entreprise. En fait, c'est la même chose pour une obligation. On actualise les flux de capitaux, donc des cash flows, je veux dire, des cash flows, et on trouve une valeur fondamentale. Et ça, c'est le prix d'équilibre. Donc le prix, en fait, aujourd'hui, d'une action, par exemple, de n'importe quel titre, reflète justement on va dire les anticipations ou bien la réalité des choses, les futurs cash flows des entreprises ou bien les futurs paiements de coupons d'une obligation. Problème, comment est-ce que l'on peut valoriser le pétrole?
Parce qu'il n'y a pas de cash flow pour le pétrole. Il n'y a pas de cash flow pour un actif comme le pétrole. Il y a juste en fait un produit qui ressort de la terre. On ne sait pas exactement à quelle vitesse les entreprises, enfin les compagnies pétrolières vont produire justement le pétrole. On peut essayer d'estimer cette production. À partir de cette production, à partir ensuite de la demande estimée, on peut essayer de prévoir le prix correct du pétrole. Mais il y a quand même beaucoup de paramètres là qui sont très incertains. Je pense justement à la demande. C'était justement un paramètre qui a été sous-évalué en 2007 et 2008. La demande qui n'était pas là. Et donc, il est très difficile de déterminer en fait. Certains pensent que la bulle en 2007-2008 n'était pas vraiment une bulle, c'était juste un écart par rapport au prix de l'équilibre. Enfin, moi, de toute façon, en fait, une bulle, c'est ça. Hein. Et donc, certains proposent justement de valoriser le pétrole par rapport à la valorisation des compagnies pétrolières. Parce que là, en fait, quand on regarde les compagnies pétrolières, vu que ce sont des entreprises, on peut regarder en fait leurs projets d'investissement, on peut regarder en fait les réserves déclarées justement, et essayer donc de donner une valeur pour chaque entreprise, et on peut faire ensuite l'agrégat, la somme de ces valeurs et trouver en gros une valeur fondamentale du pétrole. Bon, c'est quelque chose de très technique. Moi-même, je n'arriverai pas forcément à le faire avec beaucoup de certitude. Et donc, ça, c'est vraiment pour des spécialistes sur le marché du pétrole. Ce qu'on peut, par contre, utiliser sur le marché financier, c'est un indice. Le S&P, ce qu'on appelle le S&P Integrated Oil and Gas Index. Et donc en fait, il y a une corrélation historique entre le cours du pétrole et la valorisation, on va dire, des entreprises. Si on fait l'hypothèse selon laquelle en fait l'indice, donc cet indice de S&P qui mesure la valeur des entreprises, enfin les compagnies pétrolières, eh bien, si on fait l'hypothèse que cet indice reflète correctement la valeur des entreprises, de ces entreprises, donc les anticipations de leurs projets d'investissement, les anticipations en fait justement du prix du marché du pétrole, eh bien normalement on devrait avoir des courbes qui se ressemblent plus ou moins. Certainement c'est le cas. Comme vous le voyez depuis donc 1990, en gros les courbes se ressemblent pas mal. Mais il y a des écarts. Je pense justement 1990, vous voyez donc le pic du pétrole avec la guerre du Golfe. Donc le prix s'est éloigné justement de cette valeur fondamentale, on peut dire mesurée par cet indice. Et c'était le cas en 2007-2008, avec un écart beaucoup plus large. Donc, je vais essayer d'expliquer justement cet indice et donc la relation entre le cours du pétrole et cet indice, pour ceux qui ne comprennent pas forcément le concept ici. Alors, donc, tout simplement, puisque les réserves, quand on parle d'une compagnie pétrolière, puisque les réserves prouvées représentent les principaux actifs de ces entreprises, enfin de ces compagnies pétrolières, ça représente en fait des cash flows futurs. Une entreprise, une compagnie pétrolière dispose d'une réserve pétrolière, d'un gisement, et bien ce qui est dans ce gisement représente en gros les revenus, les cash flows à venir. Et donc on peut essayer de donner une valeur à ces réserves, et normalement si nous voyons une hausse du prix du pétrole aujourd'hui, eh bien la valorisation, la valeur réelle de ces réserves augmente avec, bien évidemment, parce qu'en fait justement ça représente quand même la production à venir. Donc à un prix supérieur, eh bien la production est mieux valorisée. Ensuite, vu la relation entre le cours du pétrole et les revenus les résultats des compagnies pétrolières, on peut dire que avec une hausse du pétrole, eh bien il y a un meilleur retour sur investissement des réserves des compagnies pétrolières. D'où ensuite la montée du cours du S&P Integrated Oil and Gas Index. Voilà. Donc, normalement, avec une augmentation du prix du pétrole, eh bien, cet indice devait
augmenter de la même ampleur, vu qu'il s'agit donc des anticipations et de la valorisation de ces entreprises. Or, ce n'était pas le cas. Donc, étant donné que les valorisations des entreprises sont basées sur l'équilibre de long terme, elles sont moins volatiles que le prix du pétrole. Et c'est exactement ce qu'on voit en 2007-2008, moins volatile. Donc ça veut dire que certainement l'indice S&P montait, mais c'était une montée qui était moins, on va dire, soutenue. Et donc dont l'ampleur était moins importante. Donc les déviations en fait entre l'indice S&P 500 Integrated Oil and Gas et le prix du pétrole WTI doivent alors être de courte durée si l'on croit à l'efficience des marchés financiers. Et c'est exactement ce qu'on a vu par la suite. L'effondrement du prix du pétrole qui était donc surétendu, qui était au-delà de sa valeur fondamentale, qu'on pouvait quand même estimer plus ou moins via la valorisation des entreprises, enfin des compagnies pétrolières. C'est très technique, c'est très difficile justement de comprendre réellement comment on arrive à valoriser même une entreprise, d'où la raison pour laquelle quand on parle d'une bulle financière, avant l'éclatement de la bulle, on ne sait pas si on est réellement dans une bulle. Et ça c'est la raison pour laquelle en fait, certainement si on dit ouais c'est une bulle, on est dans une bulle, c'est sûr et certain, bah, il est très difficile justement de mettre à profit nos anticipations via des positions sur le marché. Aujourd'hui, si vous essayez de vendre le S&P 500, donc l'indice S&P 500, en partant du principe qu'il est monté pas mal ces dernières années, il semble être dans une bulle, eh bien, vous ne savez pas si c'est réellement une bulle et vous ne savez pas en fait quand cela va éclater. Et donc ça c'est probablement, c'était le cas en 2007-2008 pour le pétrole, parce que justement cette montée des prix du pétrole, moi je me rappelle bien, c'était quelque chose de folie et qui était un peu suspect. Et voilà. Donc ça c'était la bulle du pétrole. On termine avec la bulle du Bitcoin. C'est donc la bulle, le cas le plus récent d'une bulle financière. Et c'était vraiment le cas, je pense, le plus évident, à vrai dire. Pas pour justement shorter le Bitcoin, mais c'était le plus évident pour dire effectivement le Bitcoin c'est une bulle. Il y a deux raisons pour lesquelles je dis cela. Premièrement, donc quand je parle de la bulle du Bitcoin, je parle de je parle de deux bulles finalement en 2013. La bulle donc en avril 2013, donc c'était la première montée ici, hein, et ensuite la bulle vers la fin de 2013, entre novembre 2013 et on va dire janvier 2014. Donc il y a deux bulles du Bitcoin et c'était vraiment durant cette montée du Bitcoin que c'était sûr et certain, au moins chez Dailyfix on était sûr et certain du fait qu'il s'agissait d'une bulle, parce qu'il y avait déjà un cas d'une bulle sur le Bitcoin et on a vu déjà en fait ce qu'a fait le marché par la suite. Donc aujourd'hui en fait on sait que c'est une bulle. On peut revenir sur les détails, on peut revenir sur l'histoire du Bitcoin. C'est pas forcément un marché qui m'intéresse énormément, donc je suis désolé en fait si pour ceux qui sont fans du Bitcoin, si je ne parle pas forcément de toute l'histoire de cette monnaie donc virtuelle. Pour moi en fait le Bitcoin de toute façon c'est quelque chose qui n'ira nulle part, et même s'il va quelque part en fait il risque de faire des bulles de fait de sa... je pense que les fondamentaux du marché actuellement sans davantage de réglementation favorisent justement la création des bulles. Et on a vu deux bulles en moins d'un an sur ce marché. Voilà, ça vous donne quand même une indication comme quoi ce marché il est quand même c'est un caractéristique peut-être même du Bitcoin. Bref, l'histoire rapide du Bitcoin. Bitcoin a été créé à la fin de 2008. Première émission janvier 2009. Juillet 2010, c'était donc l'établissement de la plateforme d'échange Mt. Gox, qui aujourd'hui n'existe plus, donc qui avait des problèmes en janvier 2014, et c'était vraiment là où on avait donc la bulle du Bitcoin, hein, la chute du Bitcoin. Et en février 2011, la parité du Bitcoin et le dollar US. C'était donc une date clé. Enfin, le Bitcoin valait $1. C'était incroyable.
Ensuite, 2011-2013, émergence des monnaies cryptiques ou bien des monnaies virtuelles et des plateformes d'échange. Il y en a partout. Il n'y a pas que le Bitcoin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je trouve ces marchés vraiment difficiles à comprendre réellement, parce qu'il y a très peu de transparence. Et le fait que ces marchés soient peu transparents, ça favorise quand même des arnaques, ça favorise quand même, on va dire, des choses qui ne sont pas tout à fait 100% correctes. Et on a vu cela avec Mt. Gox, on va sûrement voir cela avec d'autres plateformes, je pense. Tout simplement, en fait, ce marché, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire rapide, c'est pas forcément le fait que voilà, quelqu'un a créé le Bitcoin et que c'est une monnaie virtuelle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un marché jeune, très jeune, depuis 2008. Et en fait, sur le marché financier, on en parle depuis en gros 2012, mais pas avant, vraiment. Moi, je me rappelle en 2011, on n'en parlait pas quotidiennement. Et aujourd'hui, en fait, c'est un marché dont tout le monde parle, qui est sur quasiment toutes les plateformes de trading, chez les brokers, sauf bien entendu FXCM. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Et donc, était quand même dans une bulle. Je trouve que quand on regarde en fait les caractéristiques d'une bulle et les différentes étapes d'une bulle, on voit ces différentes étapes le mieux sur le Bitcoin. Donc, je vous propose justement de regarder cela. Histoire du Bitcoin en 2013, là où justement les marchés financiers se sont focalisés, donc la montée incroyable du Bitcoin. C'était une monnaie dont les perspectives étaient très optimistes, mais le futur était très incertain. Donc l'année 2013, c'était l'année de la bulle, ou bien des bulles du Bitcoin. 1er janvier 2013, un Bitcoin, ça valait aux alentours de 13 $. Alors, pour l'histoire, en fait, Bitcoin, c'est également la raison pour laquelle il est très difficile de comprendre ce marché. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul prix, il n'y a pas qu'un seul échange, et donc des fois on parle du prix sur Mt. Gox et puis quelqu'un qui est fan de Bitcoin va nous dire oui non mais ça c'est le prix de Mt. Gox, il faut regarder cette plateforme ici. Moi je prends en fait les prix donc de Mt. Gox qui était la plateforme principale, la plateforme la plus connue, et donc je prends ce prix là. 1er janvier 2013, donc un Bitcoin ça valait 13 $. Ensuite, avril 2013, donc 4 mois plus tard, ça valait 53. Donc c'était la première bulle. Excuse-moi, le 1er janvier, ensuite le 10 janvier, ça valait 259, excuse-moi. 259, un jour plus tard, on a fait un plus bas en intraday à 53. Donc vous voyez la volatilité entre le 1er janvier 13, ensuite 259, ensuite 53. Donc ce sont des variations extrêmes sur une période de 4 mois, donc une période très courte où le Bitcoin est grimpé très vite. Ensuite, donc ça c'était la première bulle. Ensuite en fait on n'a fait pas grand chose depuis pendant des mois. Et le 30 novembre 2013, un Bitcoin valait donc le plus historique à 1095,20. Donc c'était le 30 novembre 2013. Et quelques semaines plus tard, 400 $. Et puis on a terminé 2013 à 730. Ensuite, le 6 janvier, on remonte à 990. Et ensuite, le 10 février, 102. Tout simplement, c'est surtout en fait la deuxième bulle où on a vu vraiment cette phase d'euphorie sur le marché. Donc je pense qu'en fait la première bulle c'était une période durant laquelle on a vu la naissance justement de la bulle du Bitcoin, mais c'était vraiment la deuxième bulle qui était la bonne, la vraie bulle. Et je pense d'ailleurs c'est peut-être pas forcément la fin de cette on va dire effondrement du prix du Bitcoin. Ça peut en fait en discuter, on sait pas. Voici donc le Bitcoin 2012, août 2012, août 2013. On faisait pas grand chose en 2012. Ensuite, en avril 2013, on a fait donc la première bulle. Et on a vu donc les volumes justement lors de l'éclatement augmenter très rapidement. Donc vous voyez les volumes sur les graphiques là, ça c'est caractéristique d'une bulle, encore une fois des flux de capitaux énormes. C'était vraiment cette période là, je pense au début de 2013, qu'on a vu la plupart des traders particuliers commencer à s'intéresser au Bitcoin. Avant 2013, encore une fois, et certainement avant 2012,
personne n'en parlait. En 2012, on a commencé à parler du Bitcoin, mais c'était quelque chose qu'on ne traitait pas forcément sur les marchés. C'était quelque chose en fait que les gens ils achetaient des pizzas avec. C'était voilà, c'était quelque chose de génial. On pouvait acheter de quoi manger avec des bitcoins. Mais c'était vraiment en 2013, à partir de 2013, début 2013, qu'on a vu donc les marchés financiers commençaient à s'y intéresser, et forcément en fait les spéculateurs ont ramené le cours à 259 $. Alors pour l'histoire en fait ce graphique là il est en termes de pourcentage, donc en gros entre août 2012 et avril, donc le pic du marché, on avait une croissance donc de 1900%. Voilà. 1900% quand même, inutile de vous dire que c'est une croissance extrême. Hein. Ensuite, Bitcoin, août 2013 jusqu'au présent. Donc à partir d'août 2012 jusqu'au pic du marché en 2013, novembre 2013, décembre même, eh bien on a fait plus 1000%. Donc encore une fois, sur une période très courte, croissance extrême des prix. Il n'y a pas forcément en fait, par contre, quand on regarde les caractéristiques d'une bulle, certainement il y avait pas mal de flux de capitaux qui ont alimenté donc cette croissance rapide et qui ont assisté justement à l'éclatement de la bulle. Mais je me pose la question sur la présence de l'État. Alors, je pense qu'en fait il y a une présence de l'État justement, c'est aux États-Unis. Ça a commencé avec eh bien le FBI qui commençait à surveiller eh bien certains sites internet, et donc ça rendait en fait les perspectives du Bitcoin comme une monnaie, on va dire monnaie réelle. Hein. Ça rendait les perspectives très incertaines quant à l'avenir du Bitcoin, parce qu'en fait quand on se rend compte que le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle, et en fait il y a très peu de transparence. Au jour le lendemain, on peut avoir des sites, donc des plateformes d'échange qui ferment la porte. C'était le cas avec Mt. Gox. Ceux qui ont donc mis leurs fonds sur la plateforme de Mt. Gox, eh bien, à un moment donné, ils arrivaient plus justement à retrouver leurs fonds. Bref, c'est toujours le cas en fait quand vous avez un marché très jeune. Vous avez donc des opérateurs, des plateformes et autres qui semblent être professionnels mais qui ne le sont pas. Donc je ne serais pas surpris en fait dans les mois à venir qu'il y ait une consolidation justement de ces monnaies virtuelles, parce qu'il y en a pas partout en fait. Le Litecoin, le je sais pas quoi coin, à un moment donné je pense qu'en fait ce sera comme n'importe quel marché, n'importe quel secteur, eh bien il va y avoir une consolidation. Ce sera la monnaie la plus forte qui survivra. A priori ce sera le Bitcoin, vu qu'il y a plus de liquidité dessus, mais bon, voilà. Bref, le Bitcoin, on peut en fait dire que c'est une bulle. Il y avait deux bulles, et je trouve en fait le modèle de bulle sur le Bitcoin, enfin le modèle en fait théorique d'une bulle peut être appliqué assez facilement au Bitcoin. Donc je reviens sur ce modèle. Le modèle théorique, vous avez 4 phases: gestation, naissance, euphorie, éclatement. En gros, ici on parle en fait de la psychologie de l'investisseur, la psychologie du trader. Donc dans n'importe quel marché, en fait, quand on monte, on est optimiste, et puis lors de l'effondrement, on commence à douter justement du redressement du marché, et puis à un moment donné, en fait, c'est la capitulation, et puis le désespoir. Bref, avec une bulle. La dernière fois, quand on a vu donc la théorie des bulles financières, je vous ai dit que pour une bulle, en fait, ce sont les mêmes cycles, c'est juste en fait avec des extrêmes. Et donc, je trouve que le Bitcoin ressemble énormément à cette courbe ici devant vous. Hein. Tout simplement, quand on regarde le Bitcoin ici, donc à partir de 2012, et puis les deux bulles, nous avons premièrement la phase de gestation, qui était même avant 2012, on va dire, en fait, depuis la création du Bitcoin. C'était vraiment, en fait, là où, encore une fois, la phase de gestation, c'est là où, justement, vous avez des investisseurs avisés. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que les investisseurs avisés misaient sur le Bitcoin, mais il y avait quelques personnes qui ont pris le risque d'acheter des bitcoins en pensant qu'il y avait quand même du potentiel, alors que ça valait même pas à cette époque là, avant 2012, ça valait même pas $1. Et puis finalement le marché commençait à monter, et donc on est passé d'$1 à $10, et puis de $10 à $200, et voilà.
Donc gestation ici, ensuite on va dire en fait, moi je pense que la première bulle c'était la phase de naissance, là où on avait finalement un marché qui grimpait pas mal et c'était le moment où on commençait sur les marchés financiers à parler du Bitcoin, à s'intéresser au Bitcoin. On en parlait à la télévision, on en parlait dans la presse financière et on avait, nous, chez Dailyfix, des lecteurs qui commençaient à nous poser des questions sur le Bitcoin. À cette époque-là, en fait, je connaissais même pas le Bitcoin, je m'y intéressais pas. Aujourd'hui, je m'y intéresse toujours pas, vu le risque sur ce marché. Mais voilà, c'était vraiment la période de naissance d'une bulle où vous avez donc les premières prises de profit des investisseurs avisés, a priori. Et parce que bon, 1800% de hausse, c'est quand même une croissance pas mal. Donc il faut quand même savoir prendre des bénéfices. Et ensuite, une fois que cela a corrigé, une fois qu'on a eu la stabilisation, on s'est dit que le Bitcoin pouvait grimper davantage. Et donc il y avait la période d'euphorie sur le marché. Surtout à partir d'octobre 2013. Je pense qu'en fait cette période d'euphorie est expliquée notamment par... en octobre 2013, notamment par les craintes liées à la dette américaine, au plafond de la dette aux États-Unis. Parce qu'il est vrai que s'il y a une valeur fondamentale du Bitcoin, cette valeur fondamentale de quelque chose qui finalement n'existe pas, hein. Vous avez une monnaie virtuelle qui n'existe vraiment pas, pour moi en tout cas, qui peut disparaître au jour le lendemain, cette valeur fondamentale s'explique par la recherche d'une valeur refuge. On se dit en fait, vu les craintes sur la dette aux États-Unis, qu'il y a un risque en fait de dévaluation du dollar US ou bien d'un effondrement du système financier mondial. Donc que ce soit la dette aux États-Unis, que ce soit la dette en Chine, que ce soit n'importe quel risque financier, on va toujours se dire que le Bitcoin c'est on va dire un substitut pour justement ne pas perdre toute notre richesse. Bon, ceux qui se sont dit cela en novembre 2013, enfin surtout décembre 2013, aujourd'hui je pense qu'ils se posent des questions sur ce fait, mais bon, voilà. Bref, je pense que la crainte justement d'un effondrement du système financier mondial a rendu le Bitcoin attractif comme un pari sur justement l'avenir. Et donc il y avait pas mal de spéculation dessus, donc la phase d'euphorie. À partir donc de décembre, c'était là où justement au quatrième trimestre 2013, on avait les premières informations comme quoi le FBI aux États-Unis avait fermé un site parce que ce site en fait avait alors c'était donc avec les bitcoins on avait financé donc des activités illicites et on s'est dit en fait que le bitcoin vu que c'est une monnaie peu transparente ça peut faciliter justement des activités illicites. Et c'est là où on a commencé à se poser des questions sur les perspectives réellement, parce que si vous avez une monnaie qui facilite les échanges, donc des activités illicites, ça va être difficile d'avoir un avis très optimiste. Certainement le dollar US il est utilisé dans des activités illicites également, mais il y a beaucoup plus de contrôle sur les flux du dollar US que sur les flux du Bitcoin. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup moins de réglementation même aujourd'hui sur le Bitcoin que sur le système bancaire aux États-Unis qui est basé sur le dollar US. Bon, voilà. Et donc nous avons finalement des peurs et un éclatement de la bulle. Ensuite, surtout en janvier 2014, février aussi, donc la disparition du Mt. Gox. Et voilà, c'était donc en février, je crois, ou janvier-février 2014, excusez-moi, 2014. Donc Mt. Gox a fermé ses portes. C'était là où on s'est posé les questions. Mais mince, si Mt. Gox, la plateforme la plus connue du Bitcoin, ferme ses portes, eh bien, qu'en est-il des autres? Et voilà, la tendance sur le marché depuis. Donc je ne suis pas sûr et certain que le Bitcoin puisse bientôt remonter, mais c'est une monnaie vraisemblablement depuis 5 ans en fait ça fait quand même 2 bulles, même en fait en 5 ans 2 bulles c'est énorme, mais le fait que
on ait vu quand même 2 bulles en 2013, ça montre à quel point cette monnaie semble être... enfin, on va dire, le marché facilite la spéculation tout simplement. Et en fait, c'est ce qu'il faut... Et je reviens donc sur FXM, ce dont il faut se rendre compte, c'est que durant la période novembre 2013 et même lors de l'éclatement du marché, il y avait pas mal d'intermédiaires financiers, enfin de brokers tout simplement, qui ont commencé à proposer le trading du Bitcoin. Alors là, c'était également en fait formidable de voir en fait le Bitcoin monter, et puis on commençait à recevoir en fait des emails chaque jour. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai reçu un tas d'emails chaque jour. Le Bitcoin monte, il faut s'y mettre. Option binaire, CFD sur le Bitcoin, c'est formidable. Et c'était vraiment le pic du marché. Donc ça c'est aussi caractéristique, on va dire. On peut, c'est une anecdote, mais en fait c'est une anecdote qui est tout à fait vraie. Le fait que on commence à s'intéresser au Bitcoin, il y a des brokers ou n'importe quel intermédiaire financier, il y a des brokers qui proposent justement ce produit qui est très peu connu. Déjà en fait vous proposez des CFD ou des options binaires sur un actif qui est de fait selon moi pourri, ça craint la bulle quoi. Et ça c'est en fait ce que nous avons dit chez FXM en novembre-décembre 2014. Nicolas Chéron d'ailleurs, il était quand même chaque jour en train de dire voilà c'est une bulle, c'est une bulle. Jamais, et je suis sûr et certain de cela, jamais FXM proposera le Bitcoin. Parce que justement c'est quelque chose qui est intéressant peut-être, mais c'est quelque chose qui va probablement vous coûter un compte trading ou 2 comptes trading. En fait, tout simplement, la phase d'euphorie m'a rappelé énormément de la bulle de l'or en 2011. La ruée donc vers l'or en 2011, pareil, je recevais à cette époque-là des emails chaque jour. Il faut s'y mettre, l'or il monte $2000, $2000. Et en fait, c'était à 1900 qu'on a fait le point. Et c'était justement là où on avait le plus d'emails envoyés par des brokers sur la rue vers l'or. C'était pareil pour le Bitcoin. Bon, c'est une petite anecdote personnelle. Après, je pense que vous avez aussi reçu les mêmes emails. Bref, la bulle financière donc qu'on a vue sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui est très intéressante et je pense qu'en fait c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas très étudié parce que c'est un cas très récent, mais je pense que c'est pas je pense que c'est un cas en fait d'étude assez facile justement. Donc voilà pour ces 3 cas de bulles. On a vu donc la bulle au Japon, la bulle du pétrole WT en 2007-2008 et on a vu la bulle du Bitcoin. C'était pas forcément des études très techniques. Il faudra en fait, si vous vous intéressez à ces différents cas ou à d'autres, il faudra en fait que vous fassiez la recherche vous-même. Dans un webinaire de 1 heure, je peux pas en fait aller dans les détails de ce qui s'est passé réellement chez les opérateurs. Mais bref, c'est donc des cas en fait où on peut appliquer la théorie des bulles sur par exemple le Bitcoin, sur le WT et bien entendu sur le Japon. Prochaine vidéo, donc prochain webinaire, sommes-nous dans une bulle aujourd'hui? Et je parle en fait donc du marché action US et donc la présence d'une bulle financière aux États-Unis alimentée par les banques centrales. Je vous remercie de votre présence ce soir, donc notre deuxième webinaire sur les bulles financières. La semaine prochaine, nous ferons donc la 3e vidéo sur la présence ou pas d'une bulle financière aux États-Unis. Et avec ce, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et puis short qui peut.